La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Youssef Zirem, journaliste, poète et romancier. Bonjour. Youssef Zirem, vous avez ces dernières années publié des romans, des recueils de nouvelles, des poèmes, mais vous vous êtes aussi attelé à la rédaction d'un livre qui m'a beaucoup intéressé, une histoire de la Kabylie aux éditions Yoran. Un travail colossal puisque vous remontez à l'Antiquité en passant par les conquêtes arabes, l'Empire ottoman, puis la colonisation, avant d'en arriver à la guerre d'indépendance et à la période contemporaine, notamment le printemps berbère, la décennie noire et le printemps noir en Kabylie. Une vraie somme en moins de 300 pages. Alors comment est né ce projet, Youssef Zirem ? Ce projet, au fait, est une commande d'un éditeur. Donc c'est Yoran Ambaner qui est venu à Paris me demander de lui écrire l'histoire de la Kabylie. Et je lui dis donc, moi je ne suis pas historien. Il m'a dit, je sais, mais ce que tu écris me plaît beaucoup. Il m'a expliqué un peu ce que je devais faire. Et donc je me suis lancé et au bout de 2 ans, j'ai quand même pu faire une synthèse de cette histoire qui est très très riche. Et puis c'est une histoire où j'étais obligé d'aller voir des sources et parfois les sources n'existaient même pas. Et donc cette histoire reprend l'existence de la vie humaine en Kabylie depuis 20 000 ans, parce qu'on a trouvé récemment, donc il y a 30 ans, des traces de civilisation, donc des poteries et en même temps des sépultures. Donc il existait déjà une vie à cette époque-là. Et donc j'ai remonté un peu le fil de l'histoire, si je puis dire ainsi. Donc les Berbères, l'arrivée des Phéniciens, l'arrivée des Romains, des Vandales et de tous les autres peuples qui vont arriver sur ces terres d'Afrique du Nord. Alors un travail de recherche très important et pour le lecteur beaucoup de découvertes. On va pas pouvoir parler de l'ensemble de ce que vous dites dans le livre. On va s'arrêter par exemple sur l'empereur romain Septime Sévère. Je découvre que cet empereur était berbère et il y a d'ailleurs eu aussi plusieurs papes berbères par la suite. Oui, Septime Sévère est berbère. Il est né dans l'actuelle Libye, donc et il va instaurer carrément une dynastie d'empereurs à Rome. Donc il est vrai que depuis donc l'arrivée des Romains en Afrique du Nord et donc en Kabylie aussi, donc il y a eu des relations. Seulement ces relations ne vont pas rester dans des positions naturelles de cohabitation, puisque les Romains vont devenir un colonialisme. C'est un colonialisme qui sera aussi combattu par les Berbères. Et je raconte d'ailleurs dans ce livre, par exemple, les 2 résistants kabyles qui sont les généraux Tacfarinas et le général kabyle Firmus, qui a combattu les Romains et qui a été donc vendu par une tribu berbère, donc kabyle, et qui a mis fin à sa vie. Donc malheureusement, je ne me suis pas beaucoup attardé sur cette époque parce qu'effectivement, il y a tellement de choses à dire. En revanche aussi, ce livre est un peu différent des livres d'histoire, puisqu'il parle aussi des hommes de culture à toutes les époques, des gens qui ont écrit, par exemple des Berbères qui ont écrit en latin, ou même des gens d'église comme Saint Augustin. Voilà, Saint Augustin qui était l'évêque d'Hippone et qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire du christianisme et qui est donc originaire de Kabylie. Hippone, c'est Annaba aujourd'hui. Au fait, Saint Augustin voit le jour à Tagaste, qui est aujourd'hui Soughara. C'est dans l'est algérien. Ce n'est pas exactement la Kabylie, mais c'est pour situer un peu donc cette période-là que je parle de Saint Augustin et de Sainte Donna. Mais effectivement, la chrétienté était présente à cette époque-là en Kabylie. Je me permets de rappeler que les Kabyles, tout comme tous les Berbères, ont été païens, ils ont été juifs, ils ont été chrétiens avant les Européens, ils sont devenus musulmans au
aujourd'hui pour certains d'entre eux, bien sûr. Alors, vous nous parlez de toutes ces figures importantes pour les Kabyles d'aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, si on prend Septime Sévère, est-ce que ces personnalités qui ont vécu dans le monde berbère, notamment à l'Antiquité, cette origine berbère était importante pour eux? Je pense que pour beaucoup d'entre eux, elle était très importante. Mais il faut pas peut-être voir cette histoire-là de cette époque lointaine comme avec l'œil d'aujourd'hui. Hein, les choses ont nettement changé. Hein. Il est évident que Saint Augustin, hein, dont la mère Monique était chrétienne, dont le père n'était même pas chrétien, a eu un parcours extraordinaire. Hein. Il n'a pas toujours été chrétien. Hein. Il a bourlingué pendant de longues années hein, en faisant ses études. Et puis donc il se convertit, hein, si je peux dire ainsi. Et donc il devient par la suite l'un des pères fondateurs de la chrétienté. Mais il a toujours été fier de ses origines, parfois racontées avec le terme africaine, hein, pour faire la différence entre l'Europe et l'Afrique. Mais nous savons tous qu'en disant africain, on dit au fait berbère. Et d'ailleurs, le mot lui-même, Afrique, vient du mot berbère, Thafarka. Et c'est le roi Massinissa qui le dit, le premier, hein, bien avant Jésus, 200 ans avant Jésus, où il dit l'Afrique aux Africains. Alors, ce qui est intéressant, Youssef Zirem, quand on se plonge dans ce livre, Histoire de Kabylie, aux éditions Yoran, c'est qu'il y a des noms très connus, Massinissa, Jugurtha, Takfarinas, et aujourd'hui, un tas de garçons en Kabylie sont prénommés de ces héros de Kabylie. Ils n'ont pas des héros, je dirais, de l'histoire musulmane. Oui, parce que il y a nécessairement cette quête des origines. Il faut dire que cette quête des origines ne date pas de l'Algérie indépendante. Hein. Jean Amrouche a bien parlé de Jugurtha. Hein. Le leader nationaliste Hussein Ait Ahmed a prénommé son premier fils Jugurtha. Hein. Ça, c'est bien avant l'indépendance algérienne. Mais effectivement, ce qui s'est passé après l'indépendance algérienne, donc cette répression et cette occultation de la culture berbère a fait que les gens ont résisté. Et donc, l'une des méthodes de résistance, c'est justement de se réapproprier cette histoire. Et donc, donner des prénoms berbères est une façon aussi d'aller vers ses racines. Alors, d'où vient l'emblème des Kabyles que l'on voit sur le drapeau kabyle et qui signifie homme libre? L'homme libre, donc, c'est l'Amazir lui-même. Hein. Il faut savoir que les Berbères s'appellent eux-mêmes Amazirs. Un Amazir, c'est un homme libre. Il faut savoir que dans la société berbère, la société Amazir, depuis la nuit des temps, cette société n'a jamais imaginé une prison. Et d'ailleurs, Albert Camus, quand il fait ses fameux reportages en juin 1939 dans le quotidien Alger républicain, il s'en étonne et il le raconte hein, dans ses longs reportages intitulés « Misère de la Kabylie ». Et donc, les Berbères ont de tout temps aimé donc cette liberté. En revanche, aujourd'hui, nous avons un emblème, un drapeau qui est commun à toute l'Afrique du Nord. Et ce drapeau a été donc fait par l'Académie berbère de Paris, qui a été donc créée dans les années 60. Et il y a aujourd'hui aussi des emblèmes de certaines régions de Tamazra, donc de l'Afrique du Nord. Il y a un emblème des Rifins qui a été fait par Abdelkrim, donc au début des années 20. Et récemment, les Kabyles aussi, en tout cas une partie d'entre eux, se sont dotés d'un autre emblème. Et c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui a réalisé cet emblème. Alors, les Kabyles ne parlent pas de Kabylie, ils parlent de Tamourt. Tamourt, oui. Oui, chaque Kabyle que vous pouvez rencontrer dans n'importe quel endroit du monde vous parlera de Tamourt. Et Tamourt, c'est pas seulement le pays, c'est aussi la terre, c'est aussi la patrie. Et c'est ainsi, depuis la nuit des temps, donc que les Kabyles désignent cet endroit où il faut vivre, où il faut toujours essayer de sauvegarder ses racines. Et la Kabylie, vous l'écrivez dans ce livre, la Kabylie a toujours été rebelle.
Oui, c'est son histoire. La Kabylie a tout le temps essayé donc de se sauvegarder. Il faut dire aussi que la Kabylie a durant de longs moments de son histoire vécu toute seule, et elle s'est suffit matériellement, elle s'est suffit philosophiquement, elle s'est suffit politiquement. Donc, par exemple, je peux raconter cette période où les Turcs arrivent en Algérie, ils prennent les grandes villes, mais la Kabylie n'a jamais été totalement soumise aux Turcs. Et donc, à ce moment-là, la Kabylie fonctionne en confédération autonome, indépendante, mais qui se rejoignent, et elle a tout le temps été gérée démocratiquement sans avoir un chef ou un roi. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Youssef Zirem. Je rappelle que vous publiez Histoire de Kabylie aux éditions Yoran. On se retrouve dans quelques instants. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière. Retour sur le plateau de la bibliothèque de Radio Orient. Nous sommes toujours en compagnie de Youssef Zirem. Vous publiez Histoire de Kabylie aux éditions Yoran, un livre que je recommande à nos auditeurs pour découvrir cette région d'Algérie qui pourrait être un pays. On sait que certains Kabyles souhaitent l'autonomie, l'indépendance, un sujet évidemment très polémique. C'est la même chose en France avec les Corses, les Basques, les Bretons. Mais j'aimerais d'abord revenir au passé avant de parler peut-être de cette question d'autonomie de la Kabylie, avec cette citation que vous faites de Maupassant, l'écrivain Guy de Maupassant. Il est en Algérie, on est en 1881, et voici ce qu'il écrit. « Les Kabyles propriétaires vivent tranquilles sur leurs exploitations, riches ils ne se révoltent pas, ils ne demandent qu'à rester en paix. Qu'arrive-t-il ? La Kabylie est le plus beau pays d'Algérie. Eh bien, on exproprie les Kabyles au profit de colons inconnus et le chef de famille s'en va sans rien dire. C'est la loi n'importe où, avec son monde, les hommes désœuvrés, les femmes et les enfants. Ce peuple n'est point commerçant ni industriel, il n'est que cultivateur. Puis la misère arrive, les hommes prennent le fusil. » Voilà des propos de Guy de Maupassant que vous reproduisez dans cette histoire de Kabylie. Pourquoi avez-vous souhaité citer ce grand écrivain français ? C'est surtout pour dire ce qui s'est passé. Donc, effectivement, j'avais le choix de citer, par exemple, d'autres historiens ou bien même des résistants, mais donner la parole à un nouvelliste de talent, à un écrivain qui est passé par là, est assez intéressant à mon avis. Donc, il situe clairement un peu l'injustice dont a été victime le peuple kabyle à ce moment-là. Et donc, il y aura aussi cette répression féroce de la révolte de 1871, où donc les Kabyles seront expropriés de leurs terres et beaucoup d'entre eux envoyés en bagne jusqu'en Nouvelle-Calédonie. C'est l'histoire, je le raconte un peu brièvement parce que mon livre n'est qu'une synthèse de cette longue histoire sur beaucoup de siècles, mais je le dis aussi comment on est arrivé à faire cette guerre à l'occupant, aux colonialistes français. Cette révolte, cette énorme révolte de 1871 ne va se terminer qu'en janvier 1871. Et c'est la dernière grande révolte donc en Kabylie avant la guerre de libération algérienne de 1954. Est-ce que les Français ont tenté de diviser, je dirais, les Algériens en privilégiant par exemple les Kabyles au détriment des Arabes, ou bien en essayant de confronter les uns avec les autres ? Oui, cette politique était tentée, mais contrairement à ce qu'on pense, les Français ont plutôt favorisé l'arabisation de l'Afrique du Nord, même si une certaine élite, au départ, avait donc remarqué que les Kabyles avaient un passé chrétien, avaient des habitudes qui pourraient être semblables à celles des Européens à travers Tajmat, donc ce conseil, cette agora du village où toutes les
les décisions ne sont prises que démocratiquement. Mais très vite, donc Napoléon III va rêver d'un royaume arabe en Afrique du Nord, et c'est lui qui va tenter d'arabiser les Berbères, et c'est lui qui va en réalité susciter ce qu'on appelle aujourd'hui le monde arabe. Et vous montrez aussi que l'émir Abdelkader, l'un des héros de l'histoire algérienne, n'était pas toujours très bien accueilli quand il allait en Kabylie. Oui, il a même failli être lynché en Kabylie du côté de Vgaïev, donc du côté de Bougie, Béjaïa pour les arabophones. Et donc à ce moment-là, lui, il avait signé un traité de paix avec les Français, et les Kabyles se battaient toujours encore avec le colonialisme français. Et donc à ce moment-là, il envoie un de ses hommes jusqu'à la ville de Vgaïev, donc qui est sous occupation française, pour donc discuter avec les Français. Et donc les Kabyles de Vgaïev, en voyant cela, lui disent il faut déguerpir tout de suite. N'eût été l'anaya dont on t'a donné. Donc l'anaya en kabyle, ça veut dire on donne la parole de protéger l'invité. Si on lui avait pas donné cette parole, il serait lynché sur le coup. Et donc il a déguerpi donc de Kabylie, et il est revenu dans l'ouest du pays. Alors vous nous montrez aussi, Youssef Zirem, que les Kabyles ont joué un rôle particulier durant la guerre d'indépendance et même avant, puisque vous rappelez la création de l'étoile nord-africaine à Paris dans les années 1920. Et qui est l'ancêtre du mouvement indépendantiste. C'est le premier mouvement qui revendique l'indépendance de l'Afrique du Nord, au départ, d'où le nom d'ailleurs de l'étoile nord-africaine. Et à 95%, ceux qui ont constitué ce noyau de l'étoile nord-africaine sont kabyles. Les noms sont connus. On peut citer quelques-uns, à l'image d'Akli Banoun. Et donc... effectivement, que ce soit à travers l'étoile nord-africaine ou bien le PPA ou bien le MTLD, les gens qui se sont battus pour l'indépendance algérienne ont souvent été des Kabyles, bien sûr. Alors il y a un drapeau kabyle, un hymne berbère, certains Kabyles réclament l'autonomie de la Kabylie. Est-ce que progresse aussi l'idée d'une indépendance de la Kabylie, un sujet évidemment explosif aujourd'hui en Algérie? À mon avis, il n'est pas aussi explosif. Qu'est-ce qui pousse les jeunes Kabyles aujourd'hui à voir ailleurs? C'est justement ce système algérien qui ne veut pas changer. Si l'Algérie était démocratique, comme le veulent beaucoup de Kabyles et comme ils se sont battus depuis 50 ans contre le régime militaire d'Alger, peut-être que cette revendication n'arriverait pas. Mais il faut savoir, le régime algérien ne veut pas changer. Et donc, beaucoup de militants en Kabylie, avec le recul, disent qu'il faut voir ailleurs. Donc, il faut peut-être imaginer carrément quelque chose d'autre. Pour l'instant, le MAC qui demandait l'autonomie demande aujourd'hui l'autodétermination. Il ne demande pas pour l'instant l'indépendance, mais l'autodétermination, c'est donner le choix donc aux gens qui habitent la Kabylie de voir s'ils veulent aller vers une indépendance. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Le régime algérien ne se laissera pas faire. Et puis il ne faut pas se faire d'illusions. La géostratégie internationale joue contre cette revendication, mais au moins cette quête est posée, et elle est posée en toute liberté, et les gens qui prennent ce choix s'assument. Alors Youssef Zirem, dans cette histoire de Kabylie, vous parlez beaucoup des intellectuels, des poètes, vous citez notamment Simond Oumand, où vous parlez également de Youssef Oukassi. J'aimerais vous interroger sur deux personnalités, un frère et une sœur, qui sont nés au XXe siècle, Jean et Taos Amrouche. Ils sont d'origine kabyle, mais ils ont joué un rôle dans la culture française, puisque Jean Amrouche notamment connaissait très bien André Gide. Tout à fait. Jean Amrouche, même sa sœur, Taos Amrouche, est écrivain de langue française aussi. Elle a beaucoup travaillé la langue et la culture kabyle, mais elle a aussi beaucoup apporté à la culture française, tout comme son frère Jean Amrouche, qui a longtemps travaillé à Radio France, où
il a mené d'excellents entretiens avec les plus grands écrivains français de son époque. Jean Amrouche est probablement un pionnier de la revendication culturelle kabyle. Hein. Il a donc recueilli des poèmes et publié des poèmes kabyles dans les années 30, ce qui est assez ancien. Hein. Après, bien sûr, il a eu un parcours différent. Il est mort à la veille de l'indépendance algérienne. Paix à son âme, il a connu personnellement le général de Gaulle, tout comme il connaissait les leaders du FLN. Et d'ailleurs, à plusieurs fois, il a essayé de rapprocher les positions des uns et des autres durant ce conflit meurtrier. Alors, vous racontez aussi d'autres choses dans ce livre. Hein, c'est vraiment un livre très vaste, Youssef Zirem. J'aimerais qu'on s'arrête sur un club de football mythique, la JSK. Que représente ce club pour les Kabyles aujourd'hui ? Il a représenté durant de longues années un espace de la revendication et de la contestation. Hein. Donc, durant l'époque du colonel Houari Boumedienne, de son vrai nom Mohamed Bouharouba, tout était muselé. Et donc, quand la JSK se produisait aux quatre coins d'Algérie, ses supporters criaient des slogans, hein, appelant à la réhabilitation de la culture berbère, de la culture amazigh, tout en stigmatisant la dictature. Hélas, ces dernières années, la JSK a perdu un peu de son lustre, mais elle va certainement le reprendre, je l'espère très bien. Il y a en revanche un autre club qui est le MOB, qui est donc le club de Vgaïs, qui a gagné d'ailleurs il y a quelques jours la Coupe d'Algérie et qui a repris le flambeau, et ses supporters aussi donc portent cette revendication culturelle, cette revendication identitaire. Dernière question, Youssef Zirem, les associations kabyles sont très présentes en France, très actives, notamment sur le plan culturel. Les enfants de Kabyles qui vivent en France, c'est aussi à eux que vous adressez ce livre ? Ben oui, pourquoi pas, mais pas principalement. Il y a beaucoup d'associations kabyles en France. Elles font un travail intéressant, bien sûr. Mon livre s'adresse à tous les lecteurs. Et je vous dis que beaucoup de Français le lisent. Ils veulent savoir ce que c'est que cette Kabylie. Mais il peut s'adresser aussi à ses enfants. Et il faut savoir que la communauté kabyle est très importante en Europe, elle est très importante en France, et il faut savoir qu'en France, la deuxième langue la plus parlée après le français est la langue berbère, contrairement à ce qu'on peut penser. Merci Youssef Zirem. Je renvoie bien évidemment nos auditeurs à cet excellent livre, Histoire de Kabylie, publié aux éditions Yoran. Dans quelques instants, on se retrouve sur le plateau de la bibliothèque de Radio Orient. Merci Youssef Zirem. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.